Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jaf ta mère sur RLP, l'émission de la famille contemporaine, une émission très particulière aujourd'hui avec l'accueil de monsieur Alexandre Juvin-Brunet que nous avons croisé sur la place de Périgueux le 22 janvier dernier et qui nous a accordé un entretien exclusif. Alors il y a un entretien un peu plus politique qui est disponible sur YouTube parce que la radio ne couvre pas les élections présidentielles. Et il y a également une partie de son intervention qui est consacrée à ses opinions et son discours sur la politique familiale et la protection de l'enfance. Alors, monsieur Alexandre Juvin-Brunet est une personnalité médiatique très connue sur Internet, proche de Richard Boutry, des réseaux sociaux, des manifestations. Il est important de dire que, face à un personnage de cette envergure, ses propos sont de sa responsabilité. RLP souhaite que tout le monde puisse s'exprimer. Et personnellement, je voulais pouvoir avoir et entendre l'avis de l'ancien capitaine de gendarmerie, de l'ancien militaire qui est passé par les renseignements et qui devient aujourd'hui une personnalité, nous allons le dire, politique. Mais avant d'aller écouter monsieur Alexandre Juvin-Brunet, je voudrais rappeler qu'en France, il est aujourd'hui encore extrêmement difficile de connaître le nombre précis d'enfants qui disparaissent chaque année. C'est un problème récurrent. L'administration judiciaire, le ministère de la Justice a énormément de mal à fournir des statistiques. Nous en parlons ici régulièrement dans la problématique des divorces, des droits de garde et autres. Eh bien, dans l'environnement des disparitions d'enfants, là également, nous ne savons pas exactement combien de gosses nous perdons chaque année. Ce 2 mars 2009 au matin, Annie Gourgue de La Mouette et Anne Chanet de l'association Estelle Mouzin sont venues à la conférence de Rachida Dati qui reçoit les familles des victimes en grande pompe à la Chancellerie. Depuis mon arrivée au ministère, j'ai souhaité que la justice soit plus attentive aux victimes. La justice doit sanctionner les auteurs, elle doit également protéger ceux dont les droits ont été violés. Pendant trop longtemps, les victimes étaient les grandes oubliées de la procédure judiciaire. On s'intéressait à l'auteur de l'infraction, à sa vie, à sa personnalité, à sa santé, et on s'intéressait beaucoup moins... Bref, après un long discours vantant les mérites de sa réforme, la garde des Sceaux écoute quelques questions, dont celle d'Annie Gourgue, qui réclame un engagement sur la date de mise en place d'un numéro d'appel gratuit en cas de disparition d'enfants, le 116 000, numéro que bien d'autres pays européens ont adopté, mais toujours pas la France. Toute dernière question, plus embarrassante encore pour la ministre, celle posée par la représentante de l'association Estelle Mouzin. Combien de disparitions inexpliquées, tel le cas d'Estelle Mouzin, sont à déplorer en France? Donc le nombre d'enfants qui disparaissent par an. Rachida Dati a beau interroger ses collaborateurs, aucun chiffre. Une gêne palpable s'installe. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais à la fois parce que c'est lié au fait qu'on ne retrouve pas la nature des affaires. On ne peut pas dire tous les ans on a tant de disparitions d'enfants parce qu'on les retrouve ou on ne les retrouve pas, mais à la fois les affaires ne sont pas classées. Mais la nature de la disparition varie d'une affaire à une autre. En 2001, j'avais demandé à un parlementaire de poser la même question à la garde des Sceaux, qui était à l'époque Madame Lebranchu, qui a été dans le même embarras, où elle disait en substance « Je ne peux pas vous donner de chiffres parce que c'est impossible. » La ministre de la Justice tente une session de rattrapage, encore plus incompréhensible. Je ne sais pas si vous dire des questions. Au départ, on n'a pas de disparition inquiétante. Ça part toujours par une disparition inquiétante. Ensuite, on peut retrouver, ça peut être un conflit familial. Donc c'est pour ça qu'on... La France est un pays qui regorge de statistiques, où on sait par exemple combien de saumons remonte la Loire chaque année, mais à 100 près, on ne sait pas combien d'enfants disparaissent. On ne sait pas combien d'enfants disparaissent.
Alors il y a néanmoins quelques chiffres. En 2019, les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 51 000 disparitions. Il s'agit notamment de fugues ou d'enlèvements par un parent séparé. Alors, en cherchant un peu, on apprend qu'un tiers de ces jeunes revient ou est retrouvé dans les 72 heures. Un tiers. Si je regarde un tiers, ça fait environ 17 000. Un deuxième tiers est retrouvé dans le premier trimestre suivant la disparition, explique Madame Laurine Burbeau, directrice de la communication de Droits d'enfance. Et donc, il semblerait qu'au moins un autre tiers, c'est-à-dire des milliers, disparaît définitivement chaque année sans que l'on puisse retrouver leurs traces. Mais nous voudrions savoir exactement combien d'enfants disparaissent. Et pas seulement les adolescents qui fuguent, mais effectivement les enfants en bas âge, ceux qu'on enlève, parce qu'ils ne sont pas tous dans les journaux. Nous voudrions savoir ce qui se passe avec nos enfants dans ce pays. Et nous avons un problème pour avoir les statistiques. Dites aussi, il n'y a pas de statistiques en France concernant les enfants disparus. Il n'y a pas de statistiques officielles. Non, ça on a cherché à le savoir par 2 fois. Une fois auprès de Rachida Dati, il y avait une conférence avec des associations justement de défense de l'enfance. Et on lui a posé la question, combien y a-t-il d'enfants disparus en France chaque année ? Incapable de le dire. On avait déjà, Serge Garde avait posé la question quelques années plus tôt, je crois que c'était à Madame Guigou. Pareil, incapable de dire combien d'enfants ont disparu. Pourquoi ? Il n'y a pas de statistiques. C'est le pays des statistiques, la France. Oui, Comment oui. sommes-nous incapables aujourd'hui de dire que tel ou tel enfant a été enlevé ? On est capable de dire combien de saumons remontent, par exemple, tel fleuve, mais on n'est pas capable de dire combien d'enfants disparaissent et ne réapparaissent pas. Je ne vous parle pas des fugues. Il y a des statistiques sur les fugues. Par contre, prenez, je sais pas, les histoires que chacun a en tête, la petite Marion Wagon, la petite Estelle Mouzin, sur ces enfants-là qui disparaissent et ceux médiatisés et ceux qui ne le sont pas, parce qu'il y en a beaucoup. Les médias, sinon, ne parleraient que de ça. Donc, sur ces enfants-là, on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. Que disent les statistiques en criminologie que quand un enfant n'est pas retrouvé au bout de 48 heures, il y a peu de chances de le retrouver vivant parce qu'il peut être soit tué par un prédateur, oui. soit vendu à l'étranger, c'est ça ? C'est tout de suite en réalité. Il faut intervenir tout de suite et la plupart du temps, dans ces affaires de disparition d'enfants, l'enquête a été bâclée dès le départ. Il suffit qu'ils aient bâclé la première journée et c'est mort après. On ne le retrouve pas. Voici donc maintenant sur RLP l'entretien avec Monsieur Alexandre Juvin-Brunet, ex-capitaine de gendarmerie, concernant ses avis et ses positions sur la famille. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 dans Jeff Tamer avec aujourd'hui Monsieur Alexandre Juvin-Brunet, ex-capitaine de gendarmerie, mais qui va nous parler aujourd'hui de notre environnement, les droits parentaux, les droits des parents, la place du père dans la famille, via son expérience et autres. Monsieur Juvin-Brunet, avez-vous une place dans la famille ? Avez-vous une place pour la défense des droits parentaux qui, nous l'avons constaté ici avec nombre d'experts et d'auteurs, sont considérablement attaqués ? La famille française est fragilisée de manière institutionnelle. Est-ce que vous avez pensé à ça ? Est-ce que vous avez une position sur la résidence alternée ? Est-ce que l'État vient parfois, que la maman Louve, avec Rossane Chafei, nous avons interviewé aussi, nous dit que l'État parfois vient s'infiltrer dans les familles et éduquer nos enfants alors que ce serait à nous de le faire. Avez-vous réfléchi à tout ceci ? Avez-vous des choses à dire ? Alors oui, une réflexion qui a été alimentée par mes observations aussi de problèmes familiaux que j'ai observés. Ma propre mère était assistante maternelle. D'accord. Donc elle avait vu ça de très près. Et j'ai vu parfois même des pères, même des officiers de gendarmerie, subir les affres donc de la justice qui parfois était idéologiquement orientée contre les pères. Oui, j'ai pu l'observer. Et ça effectivement, les policiers, les gendarmes, les militaires sont encore plus attaqués que la société civile. On leur fait aucun cadeau parce que leur métier serait soi-disant anxiogène. Et donc nous avons nombre de policiers, gendarmes et militaires qui donnent la moitié de leur solde pour des enfants qu'ils ne voient quasiment jamais et ils en sont très malheureux. Alors en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est refonder la famille. D'une façon très simple. Pourquoi ? Tout est très logique. Ce qui fait demain un bon citoyen, qui va défendre la politique de la cité, c'est avant tout qu'il ait une belle enfance et une belle adolescence. Et ensuite qu'il s'engage en tant que citoyen. La belle enfance, c'est une bonne éducation. Et c'est pas à l'école d'éduquer les enfants, c'est aux familles. Donc si on veut que les familles éduquent convenablement les enfants et les préparent ensuite à l'instruction publique, et pas à l'éducation publique, c'est aux familles de le faire. Et pour ce faire, on va les protéger, tout d'abord en créant un statut, encore une fois, du père ou de la mère de famille, à choisir. C'est-à-dire qu'il y aura des papas qui souhaiteront s'occuper de leurs enfants en permanence, alors que la maman ira travailler, par exemple, qu'elle souhaite travailler, ou inversement, la maman souhaitera s'occuper de ses enfants en permanence
et le papa ira travailler, eh bien l'un des deux dans le couple aura un statut de père ou de mère de famille, et il sera payé, il aura des droits à retraite avec ça. Ce qui va permettre en fait de mettre en place un statut protecteur, où bien sûr le père et la mère aura des obligations, c'est-à-dire que bien entendu, c'est droits... Le salaire parental qui ouvre des droits sociaux. Absolument. Alors ce salaire, bien sûr, est conditionné à la bonne insertion de l'enfant. Parce qu'on ne va pas donner non plus distribuer des salaires pour que les enfants soient déscolarisés, en situation de perdition, à 8, 9, 10, 12 ans, comme on peut l'observer parfois. On veut que ce soit dans un cadre familial protégé. On va protéger la famille, mais la famille doit faire son travail et doit assumer ses responsabilités. Si elle assume ses responsabilités, derrière, l'État sera là pour l'aider. L'État n'est pas là pour déposséder les familles de leurs droits, elle est là au contraire pour renforcer leurs droits. C'est comme ça que je conçois la notion d'État. L'État doit être protecteur, pas des enfants, de la famille. Et dans la famille, il y a des enfants qui ensuite vont devenir des adolescents, donc ils passeront à l'école, deuxième pilier, une fois qu'ils auront reçu une éducation saine et solide, ils pourront recevoir toute l'instruction nécessaire, et le dernier pilier, pour en faire de bons citoyens et des citoyens engagés, courageux, ce sera de les faire passer par un service militaire et civique, qui durera 6 mois, 3 mois de socle militaire, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne, et ensuite 3 mois au choix, où ils pourront choisir de continuer dans l'armée s'ils le souhaitent, mais ils pourront servir aussi dans les pompiers, ils pourront servir dans les hôpitaux, ils pourront servir au Quai d'Orsay, ils pourront servir là où ils le souhaitent, mais ils seront au service de la France. Donc, depuis la prime enfance jusqu'à la citoyenneté, c'est tout un parcours qui doit être refondé pour que demain, le citoyen soit le défenseur de ses droits et de nos droits. Si nos droits sont tombés actuellement, c'est que nous n'avons pas suffisamment préparé des citoyens à se battre pour nous protéger et se protéger. Silence, souffle, silence, ce souffle, il défile sur mon front, les orages, les éclairs, à la craie, sur un fil, on devine des messages, des tonnerres secrets. La tempête fait rage et de l'eau glisse sur mon visage. Il y a mille nuages que nul ne peut mettre en cage, mettre en cage, mettre en cage. La tempête fait rage et de l'eau glisse sur mon visage. Il y a mille nuages que nul ne peut mettre en cage, mettre en cage, mettre en cage. Alors, dans votre fonction de gendarme, votre expérience personnelle, avez-vous été confronté à la gestion des divorces et des problèmes de garde par rapport aux enfants? Ça se passait comment quand vous travailliez à l'époque? Alors moi j'ai commandé des brigades de gendarmerie donc à 24 ans, après j'ai commandé un peloton d'intervention, donc dans mon court passage dans une brigade de gendarmerie, où j'ai pu voir ce qui se passait vraiment dans la vraie vie des gens. Voilà, la vie quotidienne, c'est-à-dire les hauts et les bas, les problèmes de fin de mois, les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de pension alimentaire, tous les problèmes, je les ai vus. Il y a beaucoup de détresse sociale, et souvent la gendarmerie, comme la police, était aussi là pour faire une mission un petit peu d'assistance, qui n'est vraiment pas la leur, voilà, mais qui rassure. Quand les personnes sont tellement justement esselées, laissées pour compte, dans un système qui les broie, eh bien, ils ont besoin de se rattacher à quelque chose. Ils ont besoin de se rattacher à leur mère, besoin de se rattacher à leurs policiers ou à leurs gendarmes, besoin de se rattacher même parfois à leurs facteurs. Ça tient un peu de choses parfois, mais il y a besoin de ce sens. Voilà. Donc moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a une très grande détresse qui doit maintenant d'ailleurs être amplifiée par tout ce qu'on vit maintenant depuis 2 ans. Dans tout ce qu'on a subi, je n'ai jamais vu une attaque aussi fourbe, mais aussi puissante sur l'unité conjugale, l'unité familiale. On est face à une nouvelle affaire Dreyfus, liée en fait au vaccin. Et toutes les familles ont été explosées dans cette affaire Dreyfus, cette affaire des vaccins. Le gouvernement a reculé. Maintenant, il faut l'accord des 2 parents en dessous de 12 ans, alors qu'il y a encore 2 ou 3 semaines, ce n'était pas le cas. Oui, mais le mal est fait. Et nous avons vu au niveau associatif des milliers de conflits entre parents séparés, voilà, qui ne voulaient pas vacciner les enfants, et, bien sûr. Et ça, ce sont les victimes. Et pas que collatérales, les victimes directes de tout ce qu'on subit depuis 2 ans. Les enfants en font partie, bien sûr,
Je discutais récemment avec Verity, avec le père de Maxime Beltra, toutes ces personnes-là qui se battent pour ce qui est essentiel. C'est-à-dire que si on ne protège pas maintenant les enfants, nous sommes en fait en train de scier même plus les branches, on scie le tronc de l'arbre. Et bientôt, on va avoir un pays totalement déraciné parce que son enfance aura été placée sur l'autel de l'argent, le sacrifice. On sacrifie nos enfants contre de l'argent ou contre un conformisme social pour aller boire un verre, boire une bière, boire un café en terrasse. Donc toutes ces choses-là, en fait, sont absolument irresponsables. En fait, on demande aux enfants de protéger les personnes vulnérables et les personnes âgées. On place la responsabilité sur les épaules d'un enfant, ce n'est pas son rôle. Les Français, les adultes français doivent être des protecteurs. Et qu'ils soient parents ou grands-parents, doivent protéger les plus jeunes dans ce monde qui est devenu terrible, pour rendre la parole aux Français, via des référendums. Par exemple, quelque chose qui émeut énormément les Français, et à juste titre, la protection de l'enfance. Allons-nous mettre les moyens adéquats pour protéger les enfants qui sont nos futurs citoyens, sur lesquels la France va se bâtir? Devons-nous les protéger? Oui. Allons-nous les protéger comment? Lutte contre tous les trafics et réseaux de pédocriminalité, quels qu'ils soient. Une lutte féroce. Silence, souffle, immense, il s'essouffle. Tout est dit, en grimace, en soupir et en cri, silencieux, des furies. En moi craignent le pire quand je ferme les yeux. La tempête fait rage et de l'eau glisse sur mon visage. Il y a mille nuages que nul ne peut mettre en cage, mettre en cage, mettre en cage. La tempête fait rage et de l'eau glisse sur mon visage. Il y a mille nuages que nul ne peut mettre en cage, mettre en cage, mettre en cage. Je vais repartir sur la gestion de la famille. Que pensez-vous des services sociaux qui viennent parfois dans les familles pour un placement abusif en France? La somme des budgets départementaux représente celle de l'administration pénitentiaire. Nous n'avons aucun contre-pouvoir. Nous avons plusieurs avocats, notamment Maître Hamas ici, qui est intervenu plusieurs fois en disant que les non-présentations d'enfants n'étaient pas sanctionnées, qu'on avait des difficultés dans la gendarmerie, des commissariats de police à porter plainte pour les enfants qu'on n'arrivait pas à avoir, qu'on avait des jugements, des tribunaux qui mettaient une audience par an et autres, et des services sociaux qui en fait produisaient en grande partie des SDF et des gens sans qualification. Vous avez été confronté à ça et qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la protection de l'enfance sera un élément central, mais pas la protection de l'enfance comme on l'a imaginé depuis les 30 dernières années, quoi. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de la protection de l'enfance doivent être très sévèrement encadrés et contrôlés. Autorité de régulation des services sociaux. Nécessaire, incontournable, sans laquelle ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse le pouvoir, sinon, à des personnes qui, parfois, et je vous le dis, n'ont pas eu d'enfants. Vous avez des personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance, ils n'ont jamais eu d'enfants. Comment voulez-vous? Ou qui n'ont jamais vu, en famille, ou qui n'ont jamais vu un de leurs parents de toute leur vie. Oui. Pour certains. Voilà, donc il faut du contrôle, de la régulation, des contre-pouvoirs extérieurs, pour ne pas laisser des entités administratives avoir un véritable pouvoir de nuisance, un pouvoir parfois de sauver, parce qu'il y a des cas où les enfants sont sauvés, bien sûr, et ça existe, mais aussi un pouvoir de nuisance et de destruction des familles qui est inacceptable. C'est le cas d'une société évoluée que de protéger ses enfants, mais il faut le faire de manière encadrée et protégée. Oui, et éviter justement que certains réseaux servent en fait à l'alimentation d'autres réseaux plus sombres, plus occultes, et c'est pour cela que dans le programme, nous avons aussi mis un grand plan de lutte contre les trafics d'êtres humains, et notamment les trafics d'enfants, qui parfois conduisent aussi à de la pédocriminalité. Et vous savez comment est considérée la France dans le monde entier? Oui, absolument. La France et la Belgique, c'est Pédoland. C'est Pédoland. Voilà. C'est devenu Pédoland. Absolument. Et bien, les pédos, qu'ils le sachent, ça va devenir un enfer pour les pédos. Dorénavant. Parce qu'on critique beaucoup d'autres pays, mais en fait, chez nous,
on n'a quand même pas grand-chose à dire depuis un certain temps. Trop gros problème. Alors, d'ailleurs, On va dites-le nous, remédier à là, ce via les renseignements, l'armée, tout ça, là, à haut niveau, là, ils sont mouillés un peu, là, qui sait, ça profite à qui, tout ça là Alors, je l'ignore. En tout cas, je n'ai pas accès encore, en tout cas, à tous les dossiers et documents classifiés que je me ferai un plaisir de consulter si un jour les Français m'accordent leur confiance pour accéder aux strates de pouvoir qui permettent de consulter ces dossiers, parce qu'effectivement, la meilleure façon de contrôler une personne est de la compromettre. Donc une fois que des personnes à un certain niveau d'influence, de contrôle sont compromises par l'argent, par la luxure, par la pédocriminalité, par la prostitution, par différentes choses, eh bien en fait, vous contrôlez ces personnes. Voilà ce qu'utilisent les méthodes utilisées par les services de renseignement étrangers. L'affaire Epstein. L'affaire Epstein, par exemple. On en a parlé ici, Pierre Jovanovic, plusieurs fois. Donc, la CIA et le Mossad, qui sponsorisaient un financier, qui mettait des enfants, des gamines entre 12 et 16 ans dans le lit de personnes importantes ou riches, dans le but de les faire chanter ensuite, soit de les faire devenir clients, soit de leur faire des choses. Imaginez que demain... Et qui avait un appartement avenue Foch à Paris. Voilà. Qui devait donc connaître une bonne partie du milieu mondain parisien. Alors comment se fait-il qu'en France, on ne parle pas de l'affaire Epstein et qu'aucune pièce ne soit sortie ? Bien, je pense parce qu'il y a beaucoup trop de niveaux qui sont compromis, autant politiques que médiatiques que judiciaires. Et il va falloir faire un grand ménage dans tout cela. Et les dossiers seront justement utilisés pour, cette fois-ci, on va faire pression sur toutes ces personnes pour justement qu'elles aillent dans le bon sens de la politique. Donc ils sont déjà compromis, mais ils vont dans le mauvais sens. Nous allons déjà diligenter la justice quand ça le sera nécessaire. Voilà. Et ensuite, nous utiliserons en fait tous les moyens à disposition de l'État pour réorienter une idéologie qui est pernicieuse et destructrice. Voilà, tout simplement. La plupart des services étrangers utilisent déjà ces compromissions pour prendre le contrôle ou pour retirer des informations. Imaginez que demain, si un État profond existait, il pourrait aussi utiliser les mêmes méthodes de compromission, avec de l'argent et différentes choses, luxure et j'en passe, et pédocriminalité, pour justement verrouiller certains niveaux de décision, lui permettant donc d'avoir un contrôle sur tout ou partie de l'appareil d'État. Vous parlez de clubs, de cercles, de moyens de rencontre, de gens qui se mettent d'accord pour court-circuiter le processus démocratique. Oui, pour court-circuiter, pour le rendre totalement hors sol. C'est-à-dire que ces personnes-là sont déracinées par rapport... Est-ce qu'il y a un lien avec les dizaines de milliers d'enfants que l'on perd chaque année en France ? C'est une probabilité, mais je ne l'ai pas encore évaluée. D'accord. Voilà. Très bien. Merci, Alexandre Jean-Bonnet. Merci. Déraciner le vieux décor et les ruines calcinées, raz de marée venant du nord, la tourmente est passée, la tourmente est passée. La tempête fait rage et de l'eau glisse sur mon visage. Il y a mille nuages que nul ne peut mettre en cage, mettre en cage, mettre en cage.
RLP. Radio libre en Périgord. Jaf ta mère!